Voici présenté en une vingtaine de minutes notre chapitre sur les mobilités transnationales, avec comme problématique comment les migrations et les voyages touristiques augmentent et transforment le monde. L'idée centrale, ça va être bien sûr cette idée d'augmentation. Les mobilités transnationales augmentent et ça a bien des conséquences sur le monde. Nous avons commencé ce chapitre avec le vocabulaire qui permet de le comprendre. Trois groupes de mots. Mobilité transnationale, c'est le titre, puis migration, avec les déclinaisons que sont émigration et immigration, et enfin le tourisme, avec tourisme de masse et tourisme vert. Je n'ai pas ajouté tourisme de luxe, parce que ça me semble assez littéral, c'est le tourisme qui concerne les activités du secteur du luxe des plus riches. Commençons en revanche par peut-être le point le plus difficile, c'est bien faire la distinction entre ces trois mots, migration, émigration et immigration. Tout d'abord, la migration, c'est le fait pour un humain de se déplacer d'un pays vers un autre de manière permanente. Plus simplement, un migrant, c'est quelqu'un qui n'habite pas dans le pays dans lequel il est né. Cela, on peut l'étudier de deux points de vue. Du point de vue du départ, c'est l'émigration, du pays de départ. Si on parle de, par exemple, de l'émigration italienne, c'est qu'on désigne tous les Italiens qui n'habitent plus en Italie. En revanche, pour l'immigration, si on parle de l'immigration en Italie, ce sont tous les étrangers qui sont venus habiter, travailler, vivre, étudier, etc. en Italie. Je ne prends pas cet exemple de pays au hasard, car en Italie, il y a à la fois une émigration et une immigration importante, beaucoup de gens qui partent et beaucoup de gens qui arrivent. Voilà l'importance d'avoir des mots précis. C'est comme ça on peut exprimer des idées complexes en peu de temps. Passons au titre du chapitre mobilité transnationale. En géographie, nous étudions que les humains, et la mobilité, c'est le mot pour leur déplacement. Ça peut être par exemple les déplacements quotidiens en bus pour aller au travail. Mais là, en quatrième, on étudie plutôt les longues mobilités, les longs déplacements, et uniquement, en fait, ceux qui traversent différents pays sont les mobilités transnationales. Donc, quelqu'un qui fait une mobilité transnationale traverse au moins une frontière. Et une chose qui pousse de nombreux humains à faire ça, c'est le tourisme, tout simplement le fait de se déplacer, de voyager pour les loisirs. On arrive donc sur cette idée pour vous indispensable à retenir. Ce chapitre mobilité est composé à la fois des migrations et du tourisme. Donc notre grand 1, ça sera migration, et notre grand 2, tourisme. Nous arrivons au schéma, au bilan, on va dire, du vocabulaire. Ça que vous devez connaître, c'est indispensable. Commençons par en haut les mobilités, ensemble des déplacements des humains. Nous, on étudie pour ce chapitre seulement les mobilités entre au moins deux pays, donc mobilité transnationale. Deux branches, la branche migration et la branche tourisme. Pour la branche migration, connaissez la définition d'un migrant et la distinction émigration-immigration. Pour les mobilités de loisirs et mobilités temporaires à droite, le tourisme, donc le fait de voyager pour ses loisirs. Le tourisme de masse, c'est ce qui concerne vraiment des masses de tourisme, des millions de touristes, c'est notre critère, des millions de touristes, au moins 1 million. Et le tourisme vert, c'est un tourisme centré sur la nature, les activités de plein air, euh, par exemple, à Paris, on ne peut pas faire du tourisme vert, en tout cas, pas encore. Nous avons donc une première partie, un monde de migrants, c'est l'appellation des programmes monde de migrants, afin d'insister sur la dimension, on va dire, massive des migrations. Notre première activité sur les grands espaces de migration, à partir du manuel, devait nous montrer quelles étaient les régions du monde avec le plus de départs et celles avec le plus d'arrivées. Cette carte, donc un peu ancienne, nous montre des zones où il y a plus de départs que d'arrivées, l'Amérique centrale et du Sud, une partie de l'Afrique, l'Inde, la Chine, l'Asie du Sud-Est, ou encore l'Asie centrale, et des régions où c'est l'inverse, comme l'Europe, l'Amérique du Nord, ou le Golfe Persique, nous allons y revenir. Très rapidement, abordons les deux causes principales du départ. Pourquoi des gens font ces voyages? Principalement pour améliorer leur situation économique, pour gagner plus d'argent ou fuir même une grande pauvreté. Ça peut être aussi des gens très diplômés qui veulent travailler aux États-Unis pour gagner encore plus d'argent pour leur carrière. Ce pas forcément des gens en situation de pauvreté extrême, mais ça peut être le cas. Autre facteur que nous allons étudier, ce sont les conflits ou les guerres. Vous savez ici sur cette carte quelques conflits de l'époque euh, représentés. Le bilan
À retenir de cette activité 1, c'est de savoir que les migrations augmentent depuis plusieurs décennies, en fait, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une augmentation. En géographie, il faut des preuves de ce qu'on affirme, et pour ça, c'est très utile d'avoir des chiffres. Vous pouvez en retenir un, c'est 280 millions de migrants en 2024, les derniers chiffres que j'ai pu trouver. Et ce chiffre, ça correspond à 2 fois plus qu'en 1990, donc en un peu plus de 30 ans, il y a eu une multiplication par 2 du nombre de migrants. Alors, si vous voulez vous rendre compte de ce que ça représente, 280 millions de personnes, bah, c'est plus que les populations de la France, on est 68 millions. Et si ça devait être tous les migrants et migrantes se réunissaient pour faire un pays, ça serait le quatrième le plus peuplé. Ces flux, donc c'est-à-dire ces déplacements, se dirigent principalement vers des pays pauvres, vers des pays plus riches, mais ce n'est pas forcément le cas, ça peut être aussi des déplacements entre des pays considérés comme plus pauvres. Passons maintenant à l'activité 2 qui étudie le cas des migrations causées par les guerres. Et j'ai choisi pour ça une guerre qui malheureusement a encore cours en avril 2026. C'est la guerre en Ukraine causée par l'attaque de la Russie la nuit du 23 au 24 février 2022. Nous l'étudions parce que c'est ce qui a causé la plus grande euh, vague de migrants en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, avec plusieurs millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays, environ 15, en 9 mois de guerre. Et le pays principal d'arrivée de ces migrants ukrainiens, vous avez l'Ukraine ici, c'est le pays voisin de la Pologne, notamment porté par la diaspora, donc la communauté des migrants d'un seul pays, la diaspora ukrainienne en Pologne, qui a permis de faciliter l'accueil. Retenons de cette activité le bilan suivant. Les guerres et les crises politiques provoquent des migrations forcées. Depuis 2022, la guerre en Ukraine a poussé des millions de personnes à fuir vers l'ouest de l'Europe. Vous n'êtes pas obligé de connaître un chiffre précis si vous savez que c'est au moins plusieurs millions à partir de 2022. Ces réfugiés sont principalement des femmes et des enfants. Ils quittent leur pays en urgence pour trouver la sécurité au-delà des frontières. Partout dans le monde, ce sont les pays frontaliers qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés. Par exemple, pour la guerre en Ukraine, c'est la Pologne. Si vous voulez d'autres exemples pour changer, on aurait pu penser à la guerre en 2011 en Syrie, c'était donc la Turquie, le pays voisin, ou le conflit au Venezuela, ou c'était la Colombie, le pays voisin, donc il y a quelques années. Passons à un autre phénomène explicatif de ces migrations, c'est l'économie. C'est-à-dire tout simplement quitter son pays pour gagner plus d'argent dans un autre, soit pour une grande carrière, soit pour fuir l'extrême pauvreté. J'ai pour ça choisi le cas du golfe Persique, aussi parce que c'est un autre endroit qui fait l'actualité. Le golfe Persique, c'est cet espace de mer qui rentre dans le Moyen-Orient, ce bras de mer, qui s'appelle le golfe Persique. Et les pays du golfe Persique sont donc les pays situés autour. Notre carte ici en présente 5, Émirats arabes unis, où se trouve la ville de Dubaï, le Koweït, l'Arabie saoudite, le Qatar ou l'Oman, et donc le détroit d'Ormuz est ici. Ces pays accueillent beaucoup de migrants qui viennent principalement des pays que vous avez en vert, Afghanistan, Pakistan, Inde, Bangladesh, Sri Lanka, Indonésie et Philippines, mais aussi des pays africains, Égypte, Soudan ou du Moyen-Orient, Syrie et Yémen. L'intérêt pour moi, je pense, de cette activité, c'est de bien étudier les causes et les conséquences et faire la différence entre ces deux termes très utilisés en géographie. Les causes des migrations, c'est se répondre à la question pourquoi des gens quittent leur pays et arrivent au golfe Persique. Et les conséquences, c'est quels sont les effets de ces arrivées. Alors, pour qu'il y ait une migration, il faut des raisons pour partir et des raisons pour arriver. Pourquoi les gens quittent, par exemple, le Bangladesh? C'est un pays très peuplé, avec des difficultés économiques, une pauvreté assez importante et beaucoup de chômage. Tout le monde ne trouve pas un emploi. Voilà donc une cause du départ. Une cause d'arrivée, par exemple, pour arriver au Qatar, c'est que le pays manque d'habitants, et en particulier de travailleurs. Donc c'est un peu l'inverse du chômage, il manque de travailleurs. Et pourtant, ils ont beaucoup d'argent, et en particulier de l'argent qu'ils veulent investir dans des projets, dans la construction. Par exemple, plusieurs stades de foot pour accueillir la Coupe du Monde en 2022. Donc, ce stade que vous voyez là aujourd'hui a été achevé et bien construit. Donc, ça, voilà, cause d'arrivée. Donc, autre cause, le Qatar cherche à attirer des travailleurs pour ses projets
de construction. À présent, les conséquences. Comme souvent, on peut en trouver des positives et négatives. Commençons par des conséquences positives. Pour le Qatar, répondre au problème du manque de travailleurs, et pour les migrants, augmenter leurs revenus et pouvoir mettre de l'argent de côté et l'envoyer dans leur pays d'origine, à leur famille, ce qu'on appelle les remises. Et pour certains pays, c'est très important pour dynamiser leur économie. Des conséquences négatives à présent, eh bien, si on continue cet exemple du Qatar, il a été documenté par des journalistes des cas de conditions de travail très difficiles, proches de l'exploitation, voire de l'esclavage moderne, avec des travailleurs à qui on avait confisqué leur passeport. De façon plus globale, aux conséquences négatives, on peut retenir des conditions plus difficiles pour les travailleurs migrants que pour les travailleurs locaux, donc des problèmes de droits humains. Le bilan que nous avons, c'est celui-ci. Les migrations économiques sont motivées par la recherche d'un meilleur salaire. Le Golfe Persique attire massivement des travailleurs d'Asie et d'Afrique de l'Est. Cela concerne à la fois des travailleurs peu et très diplômés. Je crois que j'avais évoqué en classe l'exemple du Louvre à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, pour montrer que ce n'est pas seulement des tâches de construction, ça peut être pour des personnes très diplômées, des conservateurs de musées par exemple, qui peuvent venir travailler dans cet espace. Pour finir, malgré des conditions de vie souvent très dures, ces migrants soutiennent activement le développement de leur pays d'origine en envoyant une partie de leur argent, c'est ce qu'on appelle les remises, ça fait partie du vocabulaire de la fiche synthèse. Voici donc pour la première partie du chapitre, et nous passons à l'autre branche, celle des déplacements pour le loisir, soit le tourisme. Nous avons étudié trois espaces, Deauville, Bali et les Cévennes, pour trois types de tourisme. Le tourisme de luxe, le premier tourisme historique qui a été inventé, puis le tourisme de masse, et enfin le tourisme vert, qui est le tourisme le plus récent. Commençons avec Deauville, et il faut en géographie commencer par dire où ça se trouve. On se trouve en France métropolitaine. Paris est à peu près là, sur mon curseur, au niveau de la Seine, et à un peu moins de 2 heures de train, au bord de la mer, une petite ville en Normandie qui s'appelle Deauville. Pour vous montrer, j'ai pris une photo de la ville récemment. Vous avez ces maisons normandes, architecture de caractéristiques, mais des commerces qui ne sont peut-être pas communs, tels que Le Printemps, une chaîne de magasins, ou encore Louis Vuitton. Et on voit ici une dame qui sortait ce jour-là avec le sac de la marque. Alors pourquoi? Parce qu'on est sur une destination prisée par les riches, voire les personnes très riches. C'est une destination de luxe. Deauville, c'est donc au bord de la mer, c'est une plage, c'est une des stations touristiques les plus anciennes de France, et une station qui est assez connue à l'international. Que retenir de cette activité? Pourquoi avoir choisi Deauville? Trois choses. Pour expliquer que cet endroit est touristique, il faut tout d'abord voir s'il y a des infrastructures qui permettent aux touristes de venir. Principalement à Deauville, je l'ai dit, c'est la gare. On visait à l'époque, c'est encore le cas aujourd'hui, un tourisme plutôt de Parisiens qui viennent en train, donc en chemin de fer. Donc il faut des infrastructures pour que les gens viennent. Il faut des infrastructures aussi pour que les gens restent, pour que les gens dorment. Un touriste doit au moins passer une nuit, donc il y a des hôtels à Deauville. Enfin, il faut des activités, des infrastructures pour faire des activités pour motiver les gens à venir. Donc ça peut être le tourisme balnéaire, donc c'est le fait de venir prendre des bains, donc il y a la plage, le tourisme de jeu, donc le casino, ou l'hippodrome pour les courses de chevaux, le golf encore, le port, etc. Cette photo aérienne nous montre bien les trois types d'infrastructures. J'aurais pu mettre des couleurs: le transport, la gare, le logement, que les hôtels qui ont été construits ici, ici, pardon, et enfin les activités très présentes à Deauville. Voilà donc, infrastructure pour arriver, pour loger et pour faire des activités. Voilà comment a été inventé le tourisme au XIXe siècle dans sa forme moderne, et au début c'était à destination uniquement des riches. Passons au bilan. Inventé au XIXe siècle, le tourisme balnéaire a transformé les littoraux. Les littoraux, c'est l'espace proche de la mer. Deauville en est le parfait exemple. Elle a été créée de toutes pièces, il y a un mot pour ça, donc créée ex nihilo, grâce à l'arrivée du train. Cette station normande a été aménagée pour une clientèle aisée et aujourd'hui même très riche. Elle reste une destination internationale de luxe avec casino et hippodrome. Passons à un autre type de tourisme, cette fois qui n'est pas seulement réservé aux ultra riches, c'est le tourisme
de masse, le tourisme standardisé. On va travailler pour ça sur l'île de Bali. Donc c'est pas seulement une ville, c'est une île. Bali se trouve dans un pays qui s'appelle l'Indonésie, un pays archipel, donc avec plusieurs îles, et une petite île qui est ici. C'est très dur de la voir, qui s'appelle Bali. Deux photos, donc visite par les touristes des rizières à gauche et un complexe hôtelier avec piscine et la mer un petit peu plus loin et palmiers. Retenons plus rapidement les causes et les conséquences du tourisme de masse à Bali. Et les causes, c'est comme pour Deauville, la création d'une infrastructure de transport, un aéroport, d'accueil des hôtels et des activités, donc aéroport, infrastructure d'accueil, activités, en misant sur les paysages notamment. Et des conséquences positives, c'est plutôt la rentrée d'argent dans le pays qui est assez pauvre, l'Indonésie, et des conséquences négatives, nous allons le voir dans le bilan. Aujourd'hui, le tourisme de masse déplace des millions de personnes à travers le monde. À Bali, en Indonésie, cet afflux exceptionnel enrichit la population locale et dynamise l'économie. Cependant, cette surfréquentation menace gravement l'environnement. Bétonnage, mettre du béton, épuisement des réserves d'eau, déchets, et bouleverse la culture traditionnelle de l'île. Donc, des conséquences négatives un petit peu plus compliquées, des conséquences environnementales. Donc, l'écosystème de Bali est assez fragile et ils n'ont pas forcément les capacités pour fournir en eau des touristes qui veulent prendre des bains, avoir une piscine, etc. Les touristes produisent des déchets et ils n'ont pas forcément les capacités d'absorber tous ces déchets. Un autre problème, c'est que les touristes viennent aussi pour observer la culture traditionnelle de l'île et donc les activités locales, religieuses, culturelles, en fait, sont folklorisées. C'est un mot un petit peu compliqué pour dire que elles sont faites à la fois pour elles-mêmes, mais aussi pour faire plaisir aux touristes. Donc on peut perdre une forme d'authenticité, ce qui est souvent dénoncé à Bali, parce que du coup les fêtes sont plus seulement faites pour elles, mais aussi pour satisfaire ce que les touristes sont venus chercher à Bali. Voilà donc des problèmes assez importants pour le tourisme de masse et qui permettent de comprendre un contre-modèle, on va dire une manière différente de pratiquer le tourisme, ça s'appelle le tourisme vert. Et ici, on revient en France pour une région qui s'appelle les Cévennes, une région rurale, donc à la campagne, au sud de la France, les Cévennes. Et c'est un parc national. Vous avez le panneau à droite. Donc une activité où on a travaillé sur la carte des Cévennes, la population. Une chose qui peut attirer, c'est le terroir, la gastronomie avec un fromage et les paysages qui peuvent attirer et des activités. On est sur du tourisme vert. Je vous montre une photo que j'avais fait sur place où on voit un paysage très sauvage, pratiquement aucune construction, quelques maisons par ici et par là, mais très peu de routes aussi, donc qui permettent de profiter de la nature. Retenons rapidement que face aux excès du tourisme de masse, le tourisme vert se développe dans des espaces ruraux isolés, comme les Cévennes. Centré sur la nature, il redynamise l'économie locale. Toutefois, il fait grimper le prix de l'immobilier et ne résout pas les problèmes d'isolement quotidien des habitants. Donc, un tourisme qui a des avantages, notamment parce qu'il est moins polluant, mais qui a toutefois, comme souvent, aussi des inconvénients, notamment sur le prix de l'immobilier, qui reste très peu cher dans les Cévennes, mais un peu plus cher depuis que c'est une région touristique. En conclusion, retenons que les mobilités transnationales, à la fois migration et tourisme, n'ont jamais été aussi nombreuses. Elles transforment profondément les territoires d'accueil et de départ. Si elles créent de la richesse et favorisent les échanges culturels, elles engendrent aussi de fortes inégalités et posent des défis environnementaux majeurs à l'échelle mondiale. Comment préparer l'évaluation? Comment réviser? Pour réussir l'exercice 1 de restitution des définitions, donc il faudra écrire 4 définitions, vous devez apprendre par cœur la fiche synthèse. Les définitions sont celles du manuel Belin, donc à apprendre pour le contrôle. Pour réussir les activités et les exercices à partir de documents, vous devez avoir en tête la correction des différentes activités, car bien sûr, les documents font appel à des choses vues en classe. Pour tester votre compréhension et connaissance du chapitre, vous avez le QCM Pronote, et comme à l'habitude, vous avez une version entraînement du devoir, que j'ai remis ici
en petit pour vous familiariser avec la structure de l'évaluation.